Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, Aboubacar Oumar Hadi, le président des ports et zones franches de Djibouti. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, nous allons parler bien sûr de vos activités à travers des questions ou des expressions qui sont posées sur cette table et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Vous allez devoir les lire à haute voix, donc je vous en prie. Commençons par la première. Avez-vous réussi à renforcer le rôle de votre port sur la scène régionale? C'est ce que vous prévoyez en 2012. Oui. Oui, nous avons réussi. Nous avons actuellement 3 ports en opération qui font des performances assez remarquables au niveau de la région et même dans le monde. Par exemple, si je vous donne un chiffre pour les conteneurs, on est à 34 conteneurs par heure et par portique. Pour faire une comparaison, en 2012 par exemple, vous étiez à combien de conteneurs? En 2012, il y avait eu un problème de congestion portière à cause d'une décision qui a été prise par les autorités des pays enclavés de changer le système de connaissement d'un connaissement unimodal à un connaissement multimodal. Et ça a créé un certain blocage et un certain cumul du trafic dans les ports. Mais depuis, on a résolu ces problèmes. Et on était descendu à 18 conteneurs à l'heure et par portique à cette époque. Mais aujourd'hui, on est à 34. Donc une belle évolution. Et alors, vous aviez prévu plus de ports, non? Absolument. Et nous avons actuellement 4 ports en chantier. 2 dans le nord du pays et puis 2 à Djibouti-Ville. Donc ce seront des ports qui seront essentiellement dédiés à l'exportation des produits des pays enclavés de la région et aussi des Djibouti. D'ici combien d'années? Nous pensons terminer tous les 4 ports dans 2 ans, au plus tard, 24 mois. 24 mois. Ouais. Alors, tous ces travaux, toutes ces constructions ont quel objectif concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire de Djibouti et de ses ports? On veut faire de Djibouti un hub pour le commerce maritime, pour toute la région de l'océan Indien, de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est. Nous construisons des ports parce qu'il y a une demande. Et lorsqu'il y a une demande, la demande attire l'offre. Donc, et comme vous savez, sur 17 pays enclavés du continent, il y a 10 qui se trouvent en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Et ce phénomène est dû du fait que nous avons seulement 9 pays côtiers en Afrique de l'Est, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Alors que du Maroc au Namibie, vous avez 22 pays côtiers. Donc ceci a créé un grand nombre de pays enclavés en Afrique de l'Est et australe. Donc notre mission est de servir ces pays, l'économie, le commerce extérieur de ces pays, qui représentent une population de 300 millions. Et ce qui est particulier, ce qui est étonnant également, c'est que les infrastructures, en dehors des ports, les infrastructures routières, ferroviaires, ne sont pas réellement développées, ne sont pas développées comme elles pourraient l'être, ce qui pourrait être bénéfique d'ailleurs au port de Djibouti. Absolument, c'est très essentiel de construire les connexions ferroviaires et autoroutières pour connecter les ports. Ça ne sert absolument à rien de développer des ports très performants s'il n'y a pas les connexions avec l'arrière-pays, avec l'Interland. Et là aussi, on a investi sur une ligne de chemin de fer, Djibouti-Addis Abeba, pour environ 4,5 milliards de dollars, et qui sera opérationnel en octobre cette année. Octobre. Cette année, et puis nous avons aussi un projet d'autoroute qui va relier Djibouti à l'Éthiopie. Et les routes et les chemins de fer ne vont pas seulement s'arrêter en Éthiopie, mais nous avons l'intention, les plans, de continuer sur le Sud-Soudan, au moins, et d'atteindre Juba dans les 5 ans qui viennent. Pourquoi le Sud-Soudan en particulier? Parce que c'est le pays immédiatement après l'Éthiopie, et c'est aussi un pays enclavé. Mais aussi, j'ai dit seulement dans les 5 ans à venir, nous espérons atteindre Juba, le Sud-Soudan, mais nous voudrions continuer pour relier la mer Rouge à l'Atlantique. Est-ce que le contexte sécuritaire, notamment au Soudan et au Sud-Soudan, ne risque pas de freiner un peu vos ambitions? Oui, absolument. Ça risque de freiner et de retarder, mais nous sommes très confiants qu'il y aura une solution au Sud-Soudan et en République centrafricaine pour enfin atteindre
les Cameroun, les golfes de Guinée. Et c'est des projets que les autres continents comme l'Amérique a réalisés il y a une centaine d'années, en reliant le Pacifique à l'Atlantique. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas produit en Afrique. Et je pense que ça va développer énormément l'économie et l'échange de l'Afrique, intra-africaine et aussi avec le reste du monde. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Djibouti est un carrefour commercial à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et de la péninsule arabique. Oui. C'est un fait, mais il semblerait tout de même que les échanges, par exemple, avec la Chine soient de plus en plus croissants. Oui, Djibouti, comme vous avez mentionné dans votre deuxième plaquette, est un lien entre les trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et pour la Chine, nous connaissons le développement économique formidable que la Chine a connu les 30 dernières années. Donc la Chine a choisi d'utiliser Djibouti comme porte d'entrée pour le pays de la COMESA, pour le pays de l'Afrique de l'Est et de l'accord de l'Afrique. Donc nous avons des projets, non seulement pour le port et les chemins de fer, et aussi nous avons des aéroports en chantier. Donc Djibouti veut jouer son rôle de plaque tournante pour la région, pour devenir un hub maritime. Qu'est-ce que cette collaboration avec la Chine vous apporte? Ça nous apporte d'abord le financement. Parce que ces projets d'infrastructure coûtent énormément cher. Jusqu'à présent, on est à environ à 1,4 milliard de dollars d'investissement sur la ligne des chemins de fer et les 4 ports. Les 2 aéroports et plus une deuxième ligne des chemins de fer qui va relier le nord du pays à partir des ports de Tadjoura à la ville de Mekele dans le nord de l'Éthiopie, et va coûter aussi à peu près 3,5 milliards de dollars. Et puis nous avons des taux concessionnels, des taux d'intérêt concessionnels qui ne dépassent pas les 2%. C'est quelque chose que nous n'avons pas pu obtenir ailleurs. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Ces financements, vous ne pouvez pas les obtenir auprès de vos partenaires historiques, non? Non, j'avoue que nous avons essayé et les projets que nous avons présentés n'ont pas retenu leur intention. Ah. Parce que certains observateurs notent plutôt un désintérêt justement de Djibouti face à ces pays-là et un regain d'intérêt vis-à-vis de la Chine, par exemple. Oui, nous, à Djibouti, le gouvernement de Djibouti cherche à diversifier ses relations économiques avec tous nos partenaires. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est la Chine qui a répondu présent. La Chine qui a répondu présent. Et vous envisagez des partenariats avec d'autres pays, d'autres continents? Absolument, avec l'Europe, parce qu'on a toujours dit que l'Afrique se trouve au sud de l'Europe, lorsqu'on parle d'échange nord-sud. Mais malheureusement, maintenant, l'Afrique est condamnée à un échange est-ouest. On a l'impression tout de même que Djibouti mise beaucoup sur ses ports. Ouais. Est-ce que Djibouti a d'autres atouts? Djibouti a d'autres atouts comme le tourisme. C'est pour ça d'ailleurs que les 2 nouveaux aéroports, celui de Rassian au nord du pays, va servir au secteur touristique. Et il y a des constructions d'hôtels qui sont aussi au programme dans cette région du nord du pays, où la plongée sous-marine et la faune et flore sous-marine est fantastique. Donc vous misez également sur le tourisme. On va terminer cette interview avec la question Joker. On l'a dit, le port de Djibouti est prisé par un certain nombre de compagnies pétrolières. Mais sont-ils toujours aussi prisés, ces ports, au vu de quelques démêlés que vous avez eus, notamment avec des entreprises pétrolières, par exemple le groupe français Total? Où en êtes-vous d'ailleurs de cette histoire? Total, la situation est claire et simple. Il y a eu pollution. Et la justice djiboutienne a voulu appliquer les principes du pollueur-payeur. Et lorsque la décision de justice a été rendue, Total Djibouti a déclaré faillite. En cessation de paiement, oui. Voilà, cessation de paiement, pour fuir les responsabilités. Voilà. Donc on en est toujours là? Qu'est-ce qui va se passer? On est toujours là, il y aura une poursuite parce que la filiale de Total Djibouti était la propriété 100% de Total International.
Donc Djibouti s'est retourné contre Total International pour cette affaire de pollution. Donc est-ce que vous ne craignez pas d'effrayer d'autres compagnies pétrolières qui voudraient s'installer à Djibouti? Non, pas du tout, pas du tout. Ce qu'on a demandé, c'est seulement réparation des dommages qui ont été causés. Et il n'y a pas, Total ne nie pas qu'elle a causé la pollution au port de Djibouti. Mais les dommages sont minimisés tout de même un peu, non? De leur part, en tout cas. Non, franchement, parce que la pollution, si vous creusez aujourd'hui dans le port de Djibouti un demi-mètre, partout où vous creusez, vous tombez sur des produits noirs, du pétrole noir. Donc c'est pas seulement Total, il y a aussi Oil Libya qui a repris les activités de Shell, et aussi également à Mobil Oil qui a été racheté par Total. Vous pensez qu'il y a de la mauvaise foi dans cette histoire? Il y a de la mauvaise foi, définitivement. Et vous n'allez pas laisser tomber, vous allez poursuivre vos actions? Absolument, on ne peut pas. Merci à vous, Aboubaker Omar Hadi. On rappelle que vous êtes président des ports et des zones franches de Djibouti. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.